Donc, je me présente, je suis Gilbert Buty, je suis professeur émérite d'histoire à l'université d'Aix-Marseille et j'ai enseigné l'histoire moderne essentiellement en insistant sur les sociétés littorales et les économies maritimes en Méditerranée, du 7e, début du 19e siècle. Et j'ai rencontré, bien entendu, dans ces travaux, dans ces recherches, la peste de 1720-1722. Bon, en réalité, j'avais été sensibilisé par ce sujet dès mes années de lycée, je dirais. En 1968, j'ai lu un ouvrage de Charles Carrière, Marseille, ville morte. Et cet ouvrage m'a profondément marqué à la fois par la connaissance de cet événement, je suis marseillais, donc ça m'a peut-être aussi marqué, mais également par l'écriture et par le travail de l'historien. J'ai ensuite suivi d'ailleurs des études d'histoire, et ce n'est pas tout à fait étranger à cette lecture de l'ouvrage de Charles Carrière, Marseille, ville morte, car il m'a appris à la façon de travailler de l'historien, le croisement des sources, l'utilisation de travaux de chercheurs non historiens, de démographes, d'anthropologues, donc de croiser les sources, mais aussi la pluridisciplinarité. Donc c'était pour moi un véritable, je dirais, discours de la méthode. Et lorsque j'ai fait des études d'histoire, je me suis retrouvé dans la classe de Charles Carrière, en licence, puis ensuite en maîtrise. Ça a été donc aussi un moyen pour moi de prendre contact avec ce professeur, avec ce chercheur, cet enseignant, mais aussi de continuer tout au long des années qui ont suivi à engranger des éléments pour renforcer ma connaissance de cet événement. Lorsqu'on parle de la peste de 1720-22, on oublie d'ailleurs que cela a duré jusqu'en 22, et souvent, et on parle de la peste de Marseille, comme si Marseille n'avait été que finalement victime de l'événement. Or, en fait, c'est un événement qui a dépassé les limites de la ville et du terroir. Et donc, il y a eu là, finalement, une découverte de la manière dont l'épidémie a été vécue, façon de parler, dans d'autres localités. Et je me suis particulièrement intéressé aux petites localités, aux petites bourgades. Car si l'on connaît de manière finalement assez fréquente les épidémies de peste dans les grandes villes, Marseille bien sûr, on peut penser à Milan, à Naples, à Messine, bon, on a là des témoignages importants. En revanche, pour les petites localités, c'est souvent le mur de silence. Et donc, j'ai essayé de traquer dans les archives ce qu'ont pu connaître les petites localités, les petites bourgades, les petites villes, à proximité ou non des grandes villes pestiférées. J'ai essayé aussi de comprendre pourquoi une ville comme La Ciotat a été épargnée et Cassis, à proximité, a été ravagée. Essayer de comprendre pourquoi, dans un petit village sur le plateau de Valençol, à Pumoisson, on est parvenu à repousser la maladie. De même, dans un port comme à Saint-Tropez, on est parvenu, alors que on connaît à Saint-Tropez les échelles du Levant, les contacts sont assez fréquents, et donc avec l'épidémie de peste, et on est parvenu à Saint-Tropez à repousser aussi la maladie. Donc, voir un peu comment on a pu réagir dans ces différentes localités, ce qui m'a aussi donné l'occasion de mettre la main, c'est un petit peu la chance du chercheur, sur des documents exceptionnels. Je pense notamment à un registre d'un agent, en façon de parler, du conseil municipal d'une petite ville de Toulon, donc de La Valette, et donc responsable a noté dans un registre où il y avait quelques folios encore vides, a pu noter des impressions, des directives, dans la mesure où il était lui membre du conseil de ville, et puis il a aussi laissé des témoignages iconographiques, des dessins, et qui donnent un petit peu des idées sur l'individu au moment du grand passage. Ce sont des témoignages pris sur le vif, à l'intérieur d'une bourgade pestiférée. Donc, ces documents qui nous permettent de casser, en quelque sorte, le mur du silence, entrer dans la cité interdite et de voir comment ces hommes, hélas, peu de témoignages sur les femmes, mais on a des indications qui sont de très grande richesse, grande épaisseur humaine. Il est vrai que la Provence a été frappée pendant la seconde pandémie, ou la deuxième pandémie, puisqu'il y a la troisième depuis le XIXe siècle. Donc, pendant la deuxième pandémie, Marseille a connu, et la Provence a connu une trentaine de rechutes, d'actions épidémiques.
de vague épidémique, comme vous voyez aujourd'hui, mais c'est celle de 1720-22 qui a le plus fortement, c'est vrai, marqué les imaginations, marqué les esprits. Bon, pour deux raisons qui sont en fait liées. La première, c'est que c'est finalement celle qui, pour nous, est la plus proche dans le temps, 1720, ça fait 3 siècles, d'accord, mais c'est la plus proche pour nous, même s'il y a eu quelques accidents ici ou là jusqu'au début du XXe siècle, mais de manière aussi forte. Donc c'est la plus proche, 1720, et c'est aussi celle qui a laissé le plus de témoignages, le plus de textes, hein, et bien sûr aussi hein, dans les grandes villes. On ne peut que rappeler les tableaux de Michel Serres, hein, Michel Serres qui a représenté l'épidémie donc, dans la ville de Marseille. Michel Serres qui est un acteur et qui était présent. C'est un personnage qui avait la responsabilité d'un quartier, mais qui aussi a montré des scènes hein, de la peste dans la ville de Marseille. Donc on a ces témoignages qui ont pu être ensuite repris sous toutes sortes de formes, hein, aussi bien dans la littérature, avec quelquefois quelques confusions. Hein. Il n'est pas rare que des lecteurs du Hussard sur le toit de Giono confondent le choléra avec la peste. Mais bon, il y a ensuite bien sûr d'autres éléments qui ont pu permettre de nous approcher de cette épidémie qui a servi de support à toutes sortes de textes, parfois même de pièces de théâtre, également à de bandes dessinées. Et donc, c'est un événement assez proche. C'est ce qui explique cette force qu'il a accordée. Certainement, c'est surdimensionné. Hein. L'historien, là aussi, c'est un effet source. Nous sommes prisonniers, en quelque sorte, des sources. Et on a donc de ce fait tendance à dévaluer la peste du 1764-65, par exemple. Mais voilà, faute de documents, là, c'est aussi la prudence de l'historien qui doit toujours être très réservé sur l'utilisation de la documentation. Le grand Saint-Antoine arrive à Marseille à la fin du mois de mai 1720. Le bâtiment est commandé par le capitaine Château. Il arrive du Proche-Orient, de la Syrie méridionale, de Chypre. À bord, il y a déjà eu quelques cas de mort, on dira précipités, selon la terminologie du temps. Et le capitaine de Château, qui connaît la peste, n'a pas de doute. C'est bien la maladie qui se trouve à bord. Et il va se diriger à Marseille. Et avant d'arriver à Marseille, une chose assez un petit peu surprenante, il va faire une escale étonnante la nuit, au brusque, entre Marseille et Toulon. Et là, en fait, il va recevoir des consignes de la part des propriétaires du navire et de la garnison pour aller à Livourne, c'est pas la ligne la plus directe pour entrer à Marseille, mais pour aller à Livourne chercher une patente qui donne l'état de santé du dernier port visité. Et donc, en allant à Livourne, le capitaine Château, de retour, alors qu'il y a eu aussi un décès suspect à Livourne, mais le capitaine Château, donc, arrive à Marseille et là, va obtenir finalement que la quarantaine soit limitée, soit réduite. Bon, il est vrai, alors ça, c'est bien sûr, c'est une chose que certains Marseillais n'apprécient pas de rappeler, que le navire, que le Grand Saint-Antoine, appartenait en large partie au maire de la ville de Marseille, au premier échevin, Jean-Baptiste Estelle. Jean-Baptiste Estelle, qui est d'ailleurs le parrain d'une des filles du capitaine Château. Et le capitaine Château est aussi intéressé à une partie de la cargaison. Or, il faut absolument que la cargaison puisse être débarquée, car la foire de Beaucaire, hein, sur les bords du Rhône, ne va pas tarder, et il faut absolument apporter notamment la soie qui manque, les prix sont forts, donc il faut réduire le temps de quarantaine. Et finalement, avec une sorte de complicité, plus ou moins avouée, de la part des intendants de la santé, la quarantaine va être réduite, les passagers, quelques-uns seront débarqués, d'autres resteront sur le Saint-Antoine, les marchandises débarquées et ventilées, mais il va y avoir des opérations de contrebande. Des marins, certainement, ont subrepticement fait sortir des étoffes, et cela a entraîné la contagion dans la ville. C'est le quartier des fripiers, des tailleurs à Marseille, où se trouvent les premiers cas de peste. Et à partir de ce quartier, le quartier central, aujourd'hui c'est la rue des Échelles, et à proximité, il y a aujourd'hui une rue qui s'appelle Estelle, car on a un petit peu oublié la responsabilité du premier échevin dans l'introduction de la maladie. Bon, il est vrai que pendant la maladie, il y a eu un comportement, on pourrait dire, héroïque, un peu pour se faire pardonner certainement de la responsabilité de l'introduction de la maladie. Et à partir de l'introduction de la maladie dans la ville, il va y avoir tout un temps de discussion, de débat
entre les autorités municipales qui ne veulent pas fermer le port, fermer la ville, et également les médecins qui sont des activités et des idées contradictoires sur la maladie. Et tout ceci va finalement durer pendant près de 2 mois, hein, puisque c'est à la fin du mois de juillet, alors que la ville est arrivée à Marseille au mois de mai, c'est à la fin du mois de juillet que la ville est mise en interdit, que le port est fermé. Mais pendant ce temps, les Marseillais se sont dispersés dans le terroir et au-delà, donc en propageant la peste, au-delà de Marseille, de son terroir, la peste qui va gagner la Provence, le comtat venessin, une partie du Languedoc oriental, une partie du Gévaudan. Donc ben, voilà, toute une diffusion à la suite de cette attente avant de prendre des mesures pour lutter contre la contagion, pour lutter contre cet ennemi invisible, hein, car c'est là le point important pour cette épidémie, comme pour beaucoup d'épidémies d'ailleurs. Donc les mesures prises pour se protéger et pour éloigner le mal se situent à 2 niveaux. Tout d'abord, ce sont des mesures qui sont prises par les municipalités, grandes ou petites, que ce soit à Marseille ou La Valette, à Saint-Tropez ou à La Ciotat, même mesure. Il y a donc une sorte de mémoire de la peste qui fait que l'on reprend des attitudes, des remèdes, j'allais dire, qui avaient été appliqués auparavant. Avec cependant une petite remarque, c'est que nous sommes en 1720 et la précédente peste était en 1764-65. Et donc la mémoire est un petit peu émoussée. Alors que dans les générations précédentes, on avait pratiquement chaque génération connu une épidémie. Là, c'est pas le cas. Et donc, il y a un petit peu, on va réactiver certaines mesures. Mais toutes les municipalités, premier réflexe, faire des provisions. Faire des provisions, car si la ville vient à être touchée, à être assiégée, il faut pouvoir nourrir la population et éviter qu'il y ait des émotions populaires, éviter qu'il y ait des attroupements et qu'il y ait des manifestations qui seront aussi des éléments de trouble qui pourraient provoquer la diffusion de la maladie. En dehors de ceci, il y a aussi des achats de remèdes. Achats de remèdes pour une pharmacopée qui nous ferait sourire aujourd'hui, mais on essaie de aussi préserver au mieux la population. Il y a ensuite des barrières qui sont placées. Pas des gestes barrières, des barrières. On ferme les routes, on surveille les ports, il faut éviter la circulation des hommes et des marchandises. On a bien conscience que c'est là l'origine de la propagation donc, du mal. Il y a ensuite des mesures pour purifier l'utilisation de vinaigre, c'est pas le gel hydroalcoolique, mais on a là le vinaigre pour purifier des étoffes, purifier des lettres, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on en trouve quelques-unes, pour les relire, c'est pas toujours très commode. On met en place également des billets de santé, des autorisations de circuler, et donc, chaque fois qu'on passe d'une bourgade à une autre, il faut indiquer l'état sanitaire de la bourgade. On fait des feux, il faut purifier l'air, il faut chasser les miasmes, cet ennemi invisible, et il faut essayer de le traquer. Et on va ensuite essayer également de placer des personnes suspectes en quarantaine dans des bastilles ou maisons choisies pour les isoler. Et c'est la dernière mesure. Avant, la serrade, la resserre, c'est le confinement général, la quarantaine générale. À ce moment-là, on décide de quadriller la ville, une sorte d'îlotage va être fait. On met chaque îlot sous la responsabilité d'un agent, d'un capitaine de ville, qui, avec 2 compagnons, vont circuler pour éviter que les gens sortent et distribuer également des vivres, hein, du blé, des haricots, du vin, de la viande de mouton, qui était réputée pour chasser ou soigner la maladie. Donc, tout un arsenal de mesures prises à l'échelle de la ville, on pourrait en ajouter d'autres, bien sûr, mais pour aussi, bien sûr, les interdictions d'attroupement, écoles fermées, églises fermées, les enterrements sont également strictement contrôlés. Et tout ceci, dans l'échelle municipale, mais ça ne suffit pas, car bien souvent, d'ailleurs, la quarantaine générale, la serrade, le confinement, est décidé lorsque l'incubation est terminée, donc la maladie est là. Et dans une ville comme la Valette du Var, où il y avait, au début du confinement, 1500 habitants, 5 mois après, il n'en reste que 500. Donc, hécatombe. C'est un véritable suicide collectif. Bien sûr, c'est facile à dire aujourd'hui quand on connaît la propagation de la maladie, mais on a là aussi des mesures qui sont prises et qui sont limitées. Et il y a toute une circulation de l'information qui est assez importante de voir comment, d'Avignon à Marseille, d'Aix à La Valette, de Saint-Tropez à Puimoisson,
on sait ce qui se passe et on a la circulation même de médecins qui vont d'un lieu à l'autre. Des médecins qui ont pu être parfois victimes de la maladie et qui en ont réchappé. Pourquoi? On ne sait pas. La durée de l'immunité est inconnue. Et on ignore aussi aujourd'hui encore, les médecins scientifiques sont formels et sont très prudents, très honnêtes pour dire qu'on ne sait pas cette immunité contre la peste, à quoi est-elle due et combien de temps dure-t-elle. Mais à côté de ces mesures municipales, c'est l'État qui va prendre en charge la défense du territoire. Défense du territoire, non pas à l'échelon du Parlement. Le Parlement a défailli, le Parlement a pris des mesures un petit peu trop tardives, et c'est l'État, c'est le Conseil donc, du roi qui va décider, à partir de septembre, alors que déjà il y a des milliers de morts, hein, notamment à Marseille, mais des épicentres de la maladie, mais aussi ailleurs, l'État décide de mettre en place un véritable cordon sanitaire. Cordon sanitaire, donc des soldats sont envoyés, sont disposés tout autour de la Provence, depuis la rive du Var, pour la frontière orientale, jusque sur les rives de la Durance et le Rhône. Et donc des militaires sont placés avec ordre de tirer sur ce qui passe. C'est ce cordon sanitaire. On va construire également un mur, les murailles, la muraille de la peste, dont on peut voir aujourd'hui encore quelques traces, entre donc, la Durance et le Mont Ventoux. Alors, ce n'est pas une restante, ce n'est pas une grande banquette de pierre, mais c'est une muraille de la peste où il y avait des militaires qui avaient ordre de tirer sur ceux qui franchissaient. Et il y a eu plusieurs cas de forte répression pour punir ceux qui voulaient franchir le mur ou qui voulaient passer en contrebande des étoffes. Voilà un petit peu quelques mesures. Donc, il y a là ces mesures qui sont bien sûr très sévères, qui vont permettre de cantonner l'épidémie à la Provence en débordant un peu sur le Comtat ou sur le Languedoc. Donc, il n'y a pas eu, comme en 1348, au moment de la peste noire, il n'y a pas eu une diffusion de la maladie sur l'ensemble du royaume et sur une large partie de l'Europe. Donc, il y a eu là, bien sûr, mesures sévères qui montrent également l'efficacité de ces mesures pour le royaume. En revanche, à l'intérieur de la province, les chiffres sont assez effrayants. Cet espace qui avait été touché par l'épidémie comptait environ 400 000 habitants et il y a eu à peu près 100 000 victimes, 100 000 décès. Et donc c'est énorme. Mais cela a été réduit, cantonné, avec également des informations qui ont circulé largement dans les autres ports du Ponant, de Bordeaux à Dunkerque, pour se méfier des navires pouvant arriver de Méditerranée, et pas uniquement de Marseille. Un petit peu, c'est le début, on pourrait dire, de la notion de santé publique. Santé publique, donc c'est l'État là qui prend en charge ces mesures sanitaires et ce n'est plus systématiquement les municipalités. Les débats par les médecins sont très fréquents, et là aussi, ça peut nous renvoyer à ce qu'on a pu connaître il y a quelques semaines, sinon mois, entre certains médecins, et il y a des débats sur l'origine du mal. D'où vient-il? D'où colère de Dieu, châtiment divin, punition divine. Bon. Mais il y a aussi sur cet ennemi invisible, où est-il? Dans l'air, dans l'eau? Donc là aussi, débat. Mais les plus forts débats concernent effectivement la contagiosité. Deux écoles vont s'affronter. Il y a l'école, on pourrait dire, de la prestigieuse université de Montpellier, qui estime que la maladie n'est pas contagieuse, et puis des médecins marseillais qui estiment que c'est une maladie qui est fortement contagieuse. Et donc, il va y avoir des discussions animées. Les autorités municipales, au mois de juillet 1720, à Marseille, alors que la ville n'est pas encore fermée, les autorités municipales font venir des médecins de Montpellier, et qui sont formels. Non, ce n'est pas la peste, c'est une fièvre pestilentielle. Dans la terminologie du temps, ce n'est pas la peste. Et puis, bon, finalement, il va y avoir la prise de conscience. Et c'est d'ailleurs un médecin de Montpellier qui est un farouche adversaire de la contagiosité, qui finalement va, à partir d'observations sur les animaux et sur les hommes, décider ou se mettre à la décision des médecins marseillais, la peste est contagieuse. Et c'est assez étonnant, c'est assez même effroyable de voir certains textes, je fais partie de quelques textes que je peux retrouver, sur des autopsies réalisées et qui sont décrites minutieusement à Toulon, dans l'hôpital militaire. Il y a là des autopsies indiquées sur des corps de pestiférés pour essayer de voir où se loge le mal. Alors quand on sait que la contagion.
Alors, à propos de ces médecins, on a des images qui sont un peu assez terrifiantes de ces médecins, de ces corbeaux, avec grande cape, toile cirée, des gros gants, un grand bec surtout, qui était rempli de dongan pour éviter justement que les miasmes pénètrent. Alors, ce type de costume existe, oui, il est en place, il y a des traces depuis le règne de Louis XIII, mais force est de reconnaître qu'il n'y a certainement pas eu ce type de vêtements portés à Marseille. Ça, nous pouvons le dire en ayant confiance à Michel Serres. Donc Michel Serres, qui a laissé des toiles remarquables, de beaucoup de précision sur la peste à Marseille, n'a pas représenté ce type de corbeau, ce médecin, avec cet accoutrement, avec ses grands becs, ses yeux avec des pastilles pour empêcher aussi la contagion. Donc, personnellement, j'ai été assez troublé par ce que nous venons de vivre et que nous vivons encore, dans la mesure où, sur le travail que j'ai pu réaliser, cette synthèse sur la peste de 1720, moi j'ai posé la plume, c'était en décembre 2019. Il n'était pas encore question d'épidémie. Et puis ensuite, finalement, voyant le développement de l'épidémie, j'ai été étonné de voir là, certaines continuités dans les comportements, dans les attitudes, dans le fait de refuser de prononcer le mot. Si l'on regarde, quand le mot pandémie a été prononcé très tardivement, on parlait en France de trois niveaux de la maladie. Il a fallu attendre finalement plusieurs semaines avant de l'admettre et de prononcer le terme de manière furtive, comme on prononçait peu le terme de peste. Donc il y a là des éléments qui sont assez proches, assez troublants, dans les comportements aussi, la fuite, ou tout moins le départ de personnes des foyers qui sont contaminés. C'est aussi l'utilisation de la distanciation sociale, l'interdiction de procession, l'interdiction aussi de rassemblement. Ce sont les mesures de confinement ou de quarantaine. Il y a des éléments qui sont assez proches, l'utilisation de vinaigre, par exemple. Et donc, c'est plutôt, je dirais, une leçon d'humilité que ce travail, que cette étude, cette réflexion doit nous apporter. D'ailleurs, on a eu tendance, jusqu'à une époque très récente, de se moquer des médecins ou des hommes qui ont dû affronter la peste de 1722. Quand on examine la pharmacopée, eh bien, ça fait sourire. Mais finalement, on luttait avec une maladie qu'on ne connaissait pas. Et c'est certainement des dénominateurs communs avec la pandémie actuelle. On ignore le mal, alors on échafaude aussi toutes sortes de théories et de mesures, et c'est bien souvent l'autre, c'est l'étranger qui est porteur du mal, et lorsqu'il y a les billets de santé mis en place en 1722, bien, ce sont surtout ceux que l'on ne connaît pas qui sont davantage suspects. Et donc il y a un petit peu des parallèles qui peuvent être réalisés, mais je répète en étant prudent, car le niveau de mortalité n'a heureusement rien à voir entre les deux pandémies.